Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informative Hebdo, édition du 9 juillet 2018. Et comme chaque semaine désormais pour commenter et analyser l'actualité de la semaine dans le domaine des nouvelles technologies, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, j'allais dire, c'est une semaine actualité classement, puisque on a finalement pas mal de hit parade. Alors on commence par un grand classique, ce qu'on appelle le Truffle 100 dans notre jargon à nous journalistique, qui est le classement fait par une société de capital risque qui s'appelle Truffle, tout simplement, sur les 100 acteurs les plus dynamiques du secteur du logiciel, notamment français. Et puis on a aussi le classement des ESN, cette fois-ci qui est fait par le Syntec. Mais on peut peut-être commencer par celui de Truffle, peut-être pour... Alors, en fait, Truffle 100, c'est l'appellation de l'organisme Truffle, de la société d'investissement Truffle, qui fait son Truffle 100. Donc ils font le Truffle 100 pour la France, et puis le Truffle 100 pour l'Europe. Donc il y a les deux niveaux. Donc là, effectivement, évidemment, c'est dur des chiffres qui sortent un peu à retardement, mais il faut faire les classements, puisqu'on parle des chiffres d'affaires 2017, et on est déjà quasiment la moitié de 2018. Donc on a un peu oublié, mais bon, ça donne une indication. Et on va faire attention parce que tous ces classements, c'est beaucoup de chiffres, donc on va essayer de donner ceux qui sont les plus importants. Déjà, si on fait le total du périmètre des 100 premiers, on arrive à près de 16 milliards d'euros. Donc c'est significatif, en croissance de 14%, donc ça aussi c'est très significatif. On sait bien que l'activité logicielle, et on voit bien d'ailleurs IBM par exemple est en train de se réorienter un peu plus sur le logiciel, c'est une activité qui est très rentable et très profitable, dans la croissance rapide. Donc 16%, 16 milliards, 14% de croissance, mais 16 milliards, à quoi on compare? Évidemment, par rapport à SAP, par exemple, le seul acteur de classe mondiale européen, il y en a d'autres, mais c'est le principal, c'est largement moins. Donc les 100 Français font moins qu'un acteur mondial. Comme SAP. Mais on le dit chaque année, évidemment, ça corrige un peu le tir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire, le premier, c'est Dassault Systèmes, depuis comme d'habitude, très longtemps. Et on peut dire que c'est le principal éditeur français de classe mondiale, parce que sur le marché français, c'est près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est significatif et c'est très important parce que Dassault Systèmes je ne veux pas dire que c'est un acteur de niche, mais il est quand même sur un périmètre bien précis, c'est pas du logiciel qu'on met sur tous les ordinateurs, c'est clair. Et donc ensuite, Sopra Steria vient en numéro 2, donc c'est l'activité logicielle de Sopra Steria, on arrive à 600 millions, donc on voit déjà on décroche. Oui, et puis après le troisième c'est Murex, c'est un éditeur dont on parle relativement peu parce que il est très spécialisé. Il est très spécialisé, 500 millions. Et puis ça dégringole ça baisse assez rapidement. Le dixième il est à 135 millions et puis le centième il est à moins de 10 millions. Donc on voit bien que le centième éditeur français c'est un relativement petit acteur. Mais bon, peu importe. Parmi les tendances importantes, les éditeurs français, donc c'est bien éditeurs français de logiciels et l'activité en France. 87% déclarent proposer leur logiciel sous forme de software as a service. Donc là pour le coup, c'est en croissance importante, 15% par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien que le mouvement vers le cloud, ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'ils ont toujours une offre historique, sur on-premise. Et donc ça ne veut pas dire que tous les utilisateurs achètent sur le cloud. Mais en tout cas, ils ont une offre qui est disponible et on voit bien que le mouvement est lancé. Deux autres indicateurs intéressants, la R&D emploie à peu près 16% des effectifs qui représentent 130 000 personnes. Donc c'est quand même une filière importante, et c'est 15 000 de plus que l'année dernière. Ah oui, quand même. Ouais. Donc on voit bien que, évidemment, 15% de croissance, il faut les gens pour... 10% de plus. Alors quand on dit R&D, en fait, pour cette activité-là, c'est quand même beaucoup plus de D que de R, c'est-à-dire beaucoup de développement, un développement de nouvelles versions, de nouveaux logiciels, plutôt que de la recherche pure et dure. À proprement parler. Et puis l'autre point important dont on avait parlé avec Olivier Pommel, le CEO de Datadog, c'est l'internationalisation.
Et là, pour le coup, c'est assez clairement, il y a une tendance qui est très forte avec la première destination qui est, sans surprise, les États-Unis, puisque on sait que les États-Unis, c'est quand même le pays du logiciel. Le marché. Et avec un marché significatif. Donc si on arrive à percer un peu tout de suite, c'est quand même c'est significatif. Donc voilà un état des lieux, je dirais, qui est malgré tout relativement positif, avec les dispositifs crédit impôt recherche qui sont toujours crédités si je puis dire, en tout cas qui sont toujours vus par les responsables de ces éditeurs de manière extrêmement positive pour justement continuer à investir et à développer leur activité. Alors ça c'était pour l'édition de logiciels avec le Truffle 100. Et puis le Syntec, le top ESN. Alors là, c'est plus limité parce que c'est le top 10, hein, donc un peu moins de chiffres, avec un podium qui a un peu changé puisqu'on a toujours Capgemini en tête, Atos en deuxième. Capgemini, en fait, c'est 2,5 milliards d'euros sur le marché français. Donc ça donne à peu près une indication si on veut comparer avec les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure. Ouais. Donc Atos, deuxième, et puis Sopra Steria qui arrive en troisième, dépasse IBM parce qu'il y a une croissance assez rapide. Si on compare d'ailleurs le top 10, si on fait le total du chiffre d'affaires, donc c'est toujours, là pour le coup, c'est pas des ESN françaises, c'est des ESN qui peuvent être, la plupart d'ailleurs ne sont pas françaises, mais c'est bien sur le marché français. Donc le top 10 représente 14 milliards, à comparer aux 16 milliards du top 100 des éditeurs de logiciels français. Donc ça donne une indication. Qu'est-ce qui est significatif dans ce classement? Un taux de croissance moyen de 4,5%, donc on voit bien que c'est relativement inférieur aux éditeurs, sachant que ce taux il est freiné parce que dans les 10 là il y a DXC qui est la fusion de CSC et puis l'activité service de HPE, qui bon apparemment la fusion a été toujours un peu compliquée. Enfin, la fusion, le rapprochement a été un peu compliqué, donc une croissance négative, mais sinon tous les autres sont assez dynamiques, avec le champion de cette croissance c'est Econocom, 15%, donc ça c'est très important, et puis par exemple Accenture et CGI, 9%, donc bon, je dirais qu'un développement assez significatif. Et l'autre point qui est aussi intéressant à mentionner, c'est que en fait ce qui est le plus porteur en ce moment, et on en parle assez régulièrement, c'est tout ce qui est transformation numérique et applicatif, beaucoup plus que infrastructure qui dans la croissance de l'activité est moins importante. Donc bon, je pense que les ESN sont en train de, je suppose, réorienter un peu leur business pour tirer profit de cette dynamique sur cette transformation numérique dont on parle et dont on parlera encore sans doute un petit moment. En passage, je note d'ailleurs que en matière d'acteurs de taille mondiale, sur les ESN, on en a quand même 2 qui sont dans le top 20, voire même pas loin du top 10 pour une d'entre elles, je crois. Alors qu'évidemment, sur l'édition de logiciels, on est loin du compte. Hein. Oui, donc il y a quand même une spécificité française depuis très longtemps sur les sociétés de services. Et feu SS2I, on va dire. Oui, absolument. Très bien. Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure de SN, de développement, la suite logique, c'est toujours un classement, pareil, qui revient tous les ans. C'est le classement des outils, des langages, de développement les plus utilisés. Pareil, j'allais dire, finalement, un résultat assez constant, avec toujours le même genre toujours le hit parade, finalement, qui revient. Alors, effectivement, sauf évidemment à la marge. Oui, bien sûr, c'est là qui est intéressant. C'est là qu'on en parle. C'est la plateforme de recrutement Joblift qui a fait une analyse sur 500 000 offres d'emploi sur les 24 derniers mois. Donc c'est quand même significatif. Évidemment, c'est au travers du prisme de Joblift, mais c'est quand même un nombre d'offres significatifs sur une période assez longue. Et donc, en fait, ils ont fait un classement des offres... par langage, c'est ça? Par langage, des offres pour lesquelles le langage était mentionné. Parce qu'il peut y en avoir, on dit besoin de développeurs, sans mentionner le langage, mais en général on précise, parce que
c'est sûr que si on est un spécialiste COBOL et qu'on demande à faire du Python, ça demandera un petit temps d'adaptation. Et donc le top 3, c'est donc le premier c'est Java. Sans surprise. Sans surprise. Et, Java, c'est pas si vieux que ça en fait. Non, c'est vrai. C'est une vingtaine d'années. Hein. C'est Sun qui s'était lancé dans ce développement de ce nouveau langage. Donc le deuxième, c'est SQL, qui pour le coup, lui, donc SQL lié aux bases de données, bien sûr, qui est beaucoup plus ancien, hein, puis on pourrait dire une quarantaine d'années avec les bases de données relationnelles. Et puis le troisième, c'est un langage de script, donc JavaScript, qui n'a pas de rapport avec Java. Java, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Confusion. Je pense qu'on est lecteur. Donc ça, oui, bien sûr. Ça, c'est les trois qui se dégagent, je dirais, d'assez loin. Et puis après, il y a tous les classiques, .NET, etc. Et alors justement, à la marge, ce qui est intéressant à mentionner, c'est que Python est en légère progression et Objective-C est en légère régression. C'est les deux qui se singularisent un petit peu dans ce classement. Et alors il y a une autre information qui ressort de ce classement qui est intéressante, c'est les langages pour les développeurs seniors et les langages pour les développeurs juniors, les tout jeunes. Et là on voit bien que c'est des questions de génération. Quand on demande des développeurs seniors, alors senior c'est pas senior dans le sens usuel du terme, hein, c'est plutôt 10-15 ans d'expérience, ça correspond assez bien, on a à la fois .NET et SQL. Donc SQL, on retrouve SQL dont on parlait précédemment. .NET, c'est de la même manière, c'est un développement de Microsoft qui a à peu près une vingtaine d'années également. Donc ça cadre assez bien, je veux dire, des gens qui ont 15 ans d'expérience, ils peuvent déjà être bien spécialisés sur ce framework plutôt qu'un langage à proprement parler. Et puis pour les débutants, enfin les jeunes développeurs, on va dire, c'est plutôt Ruby. D'accord, qui est aussi un framework d'ailleurs. Qui est aussi un framework qui est en tête, bon, qui est un peu plus récent, mais qui commence, le temps passe assez vite. Donc voilà l'éclairage, sachant que le temps nécessaire pour... on voit bien que c'est un secteur en tension, puisque le temps nécessaire pour trouver un développeur est un petit peu plus long qu'une offre standard, même dans notre secteur, est un peu plus élevé. Donc on voit bien que, en plus, là pour le coup, on parle de développeurs, mais si on parle de développeurs ayant une expérience en Python, par exemple, tout de suite, ça rétrécit le champ des possibles. Et donc, si on ne trouve pas, peut-être qu'on va prendre quelqu'un qui a déjà des compétences, je sais pas moi, en C ou C++, et qu'on va pouvoir reconvertir en Python assez rapidement, si je puis dire. Bon, dans ce classement, on ne parle pas de COBOL, parce que vous savez qu'on régulièrement on remet COBOL. Là, non. Là, non, il a disparu. Il est toujours présent. Hein, mais on n'en bouge plus en fait, c'est ça. Je note aussi comme au passage la dimension open source quand même du classement, hein, ce qui est assez nouveau par rapport. On aurait fait le classement il y a une dizaine d'années. Absolument. On aurait vu des langages propriétaires de manière beaucoup plus présent. Alors ça c'était pour la séquence, j'allais dire, classement hit parade. On poursuit avec une annonce la semaine dernière qui était attendue, hein, c'était l'occasion de la généraux du cloud, notre ministre du numérique qui fait le point sur la stratégie cloud du gouvernement, parce que tous les acteurs parlent de cloud, mais finalement où en est le gouvernement dans le domaine, c'était effectivement une question intéressante. C'était à l'occasion de la Cloud Week, l'édition 2018, que Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique, a fait son annonce sur le plan ou la stratégie cloud du gouvernement. Alors évidemment, quand on écoute ça, on a quelques frémissements, parce qu'on a quand même en tête des expériences pas si vieilles que ça, qui sont fameux cloud souverain, avec cloud souverain, CloudWatt et Numergy, avec des acteurs quand même importants, hein, Orange, Thales, SFR, et puis la Caisse des dépôts et là, bon, c'est de l'argent qui a été utilisé. On ne dira pas jeté par les fenêtres, mais... peut-être. Donc là, c'est plutôt le plan du gouvernement en tant qu'utilisateur du cloud. Et donc l'idée, c'est pas... On parle de... Vous voulez un cloud, mais non, on vous en donne 3. C'est-à-dire que le gouvernement veut mettre en gros 3 clouds, et finalement qu'on peut hiérarchiser en fonction de la sécurité qui est apportée. L'importance vitale, on va dire. Voilà. Donc le premier, c'est un cloud
interne, donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui l'opère sur ses propres serveurs. Alors là, le secrétaire d'État a annoncé que ce sera un développement en OpenStack, donc avec des prestataires extérieurs, mais en tout cas c'est un cloud qui va être développé en interne pour justement tout ce qui est données stratégiques, hautement confidentielles. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième c'est un cloud dédié, donc là c'est plus pour à la fois mettre des applications de type software as a service ou pour faire du développement, donc un peu de réactivité. DevOps. Voilà. Et puis le troisième, c'est un cloud externe. Donc là, c'est un peu du cloud public, on va dire. Cloud public. J'irais pour du tout venant. Donc les trois niveaux de cloud. Et là, je dirais qu'on en saura un peu plus à la rentrée, on regardera ça de manière attentive, parce que ça, je dirais que c'est une présentation un petit peu générale. Maintenant, qui vont être les acteurs? C'est-à-dire que quand on revient à ces expériences CloudWatt Numergy, il y avait déjà des acteurs français qui existaient, dont le plus significatif, c'est quand même OVH, qui est une belle réussite française, mais il y avait aussi Ikula, il y avait aussi Outscale, donc il y avait déjà des acteurs. Et puis le gouvernement a dit bah non, on va construire à partir de zéro. Donc là, on ne sait pas encore qui seront les interlocuteurs qui sera par exemple pour le cloud externe. Est-ce que ce sera OBS dont on sait les rapprochements qu'il y a eu avec Huawei, et puis même d'autres acteurs au niveau européen, Telefonica et T-Systems. Donc là, pour l'instant, est-ce que ce sera AWS? Est-ce que ce sera Azure? Bon, on verra à la rentrée ce qu'il en est. Donc on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Le suspense est entier. Très bien. Bon, ça c'était pour la semaine passée. Et puis pour cette semaine, et puis pour le coup les semaines à venir, toujours beaucoup d'intelligence artificielle au sommaire, si je puis dire. Puisque Devoteam crée, je crois, un club dédié à l'intelligence artificielle. Et puis la DGE, qui est la Direction Générale des Entreprises, prévoit un événement, je ne sais plus, c'est en octobre ou novembre aussi sur l'IA. Alors Devoteam, donc l'ESN française, qui n'est pas dans le top 10 dont on a parlé tout à l'heure, mais enfin qui est quand même une société de taille importante, effectivement lance un club. Alors c'est l'appellation. D'autres recevra, je vous coupe, le patron, je crois, à la rentrée. Oui, absolument. Mais au titre du Syntec. Donc Devoteam, qui est une ESN de taille significative, lance un club dont l'appellation, je crois, est, je ne l'ai plus en tête, c'est Innovation Positive ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est en gros l'intelligence artificielle et le bien commun. Donc c'est pour des applications, je dirais, dans la vie tous les jours au service des tous. Citoyens. Et donc à l'occasion de la présentation de ce club et de ses activités, il y aura la présentation de projets. Je crois qu'il y aura présentation du projet Spoon, c'est un humanoïde, c'est un robot humanoïde, qui est un robot qui a un peu comme sauf qu'il n'a pas la forme d'un humain, mais il a un peu des fonctions. Il a des fonctions de ce type-là, avec des sentiments, des choses comme ça. Il y a aussi un projet qui s'appelle Robot Voice, donc c'est pour les malentendants. Et puis il y a aussi un projet d'Ataxim c'est l'utilisation, tout ce qui est imagerie pour la détection des cancers. Donc on voit bien des logiques un peu différentes. Et c'est Jean-Michel Ganassia, qui est un des spécialistes français de l'IA à l'université de Paris 6, qui viendra faire une petite présentation. Donc ça, c'est cette semaine. Et puis, c'est vrai que depuis que l'annonce du plan Villani, qu'on parle d'intelligence artificielle, maintenant, on voit bien tous les acteurs. Alors, c'est difficile de faire la sélection entre tout ce qui est marketing, c'est-à-dire profiter de l'effet domaine de ça, et puis de la réalité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un foisonnement d'activités dans ce domaine. Qu'est-ce qui va en sortir après, on verra. Et puis, comme vous le disiez, donc ça c'est un peu plus tard, c'est en octobre, donc c'est le ministère de l'économie, donc via la DGE, Direction Générale des Entreprises, qui fait une espèce de colloque sur grand messe, on va dire. Avec également l'appui de Captronic, donc le pôle dédié à l'intelligence artificielle en région parisienne. Absolument, qui fait donc une journée sur le sujet avec tout un tas de tables rondes. Donc on voit bien que
l'intelligence artificielle est maintenant entrée, même si on a bien vu dans certaines études qu'on aurait pu présenter via le Gartner ou d'autres cabinets, les réalisations concrètes sont encore à venir, si je puis dire. On est plutôt au niveau de projets, voire un petit peu au-delà, mais on n'est pas à l'industrialisation de ce genre de choses. Très bien. Midi, on aura l'occasion de se retrouver donc maintenant à la rentrée pour une nouvelle édition, une nouvelle version d'Informatique News Hebdo, puisque l'été arrive et on conclut sur cette émission. Juste pour finir, vous recevez dans quelques minutes Georges Lottigier, qui est le patron de Vadé Secure, un acteur français de la sécurité. Le point justement, pour faire à la fois le point sur son activité, mais aussi peut-être sur ce fameux marché du logiciel français et ces fameux éditeurs du top 100 Truffle. En attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et un très bel été. Et je vous propose de nous retrouver à la rentrée pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo.